Alors bonjour Paul, alors pourquoi, quand et comment es-tu venu à la poésie en Hongrie et puis après effectivement ta venue en France en 1956? Je crois que tu le sais déjà que nous sommes arrivés en France en décembre 1956. Et c'est la fin de la révolution hongroise. Et tu n'étais évidemment pas né encore à l'époque, parce qu'il y a maintenant une soixantaine d'années Oui, ça fait que la 70 ans révolution, bientôt. oui. Mais enfin, c'était un moment décisif dans notre vie. Parce que, évidemment, comme euh, le disait Camus ou Sartre, c'est une révolution qui était complètement inattendue. Parce que nos intellectuels, surtout de gauche, ne comptaient pas du tout de voir encore une révolution après la révolution russe, etc., etc. Ils ont pensé que c'était terminé. Et en ce qui concerne les régimes de l'Est, ils étaient persuadés que une révolution n'éclaterait jamais dans ce pays-là parce que c'était un suicide. Et ça, c'en est, c'est un suicide. Et c'est pour ne pas finir de pourrir dans une prison russe ou d'être fusillé tout simplement, et que euh, nous avons échappé de ce pays-là. Et alors, je suis venu directement en Hongrie parce qu'un poète hongrois du XVIIIe siècle euh, a écrit un poème dans le temps qui contenait ces lignes-là et regardez toujours vers Paris. C'était une refrain d'une dizaine de vers. Donc, nous, on était élevés dans cet esprit de francophonie, qu'il faut regarder qu'est-ce qui se passe à Paris, qu'est-ce qu'ils font les écrivains français. Alors, quand on pouvait choisir en quittant la Hongrie et en arrivant en Autriche, euh, euh, on a attendu les Français. Les Français n'étaient pas là pour emmener les réfugiés dans leur pays, mais au bout de 5 ou 10 jours, ils sont arrivés dans ces camps de réfugiés et ils nous ont dit au parleur que ceux qui veulent aller en France, qu'ils fassent la queue de je ne sais pas devant quel bureau. Il s'est avéré qu'eux, ils sont venus avec une dizaine de wagons, c'est avec comment on appelle ça, Un train? un train, avec un train qui était à la gare de cette petite ville autrichienne. Alors, ils ont rempli ce train avant le soir et nous avons commencé notre voyage vers 8 heures du soir et nous nous sommes réveillés en France parce qu'on a passé par l'Autriche et La la Suisse? Suisse. Et on s'est réveillé dans les Alpes, dans une caserne qui s'est avérée d'être un fort de Vauban. Alors, c'est des bons soldats français qui se sont occupés de nous. Et donc, ils ont prévu beaucoup de nourriture. Ils ont prévu beaucoup de nourriture parce qu'ils savaient que nous venons d'un pays où il y a, sinon la famine, tout au moins, on mange très mal. Et donc, il y avait de la bouffe pour un mois que nous avons très vite mangé en une semaine. Alors, et c'était au mois de novembre, il commençait à neiger, il y avait de la neige de 2 mètres. Et nous avons demandé à nos amis français qui sont devenus nos amis, qui nous amènent ailleurs. Parce que comme en Hongrie, il n'y a pas de montagne, notre montagne le plus haut, c'est 1300 mètres. Alors, on leur a demandé de nous amener dans un endroit un peu plus gai ou plus
sympathique qui nous a amenés à Montluçon. D'accord. Alors, nous avons passé les fêtes de Noël déjà à Montluçon. Et c'était vraiment notre première impression extraordinaire parce que, enfin, tu sais, tu connais hein, une ville française qui prépare Noël. Enfin, tout était éclairé, les gens faisaient leurs courses, il y avait des sapins partout. Ça nous a fait vraiment plaisir que nous sommes enfin arrivés en France. Et puis, il voulait qu'on reste à Montluçon et à Montpellier. Parce que, comme tu le sais, à Montpellier, il y a une très bonne université. Oui. Et depuis très longtemps, c'est une des premières universités en Europe. Mais nous, on voulait venir à Paris. Et c'est ce qu'ils ne voulaient pas, nos dirigeants, ils ne voulaient pas une invasion des réfugiés à Paris. Alors, avec un jeune philosophe qui est devenu, un peu plus tard en Angleterre, un philosophe marxiste de premier ordre, et nous sommes venus à Paris parce que c'était l'époque, en fait, tu ne connaissais pas cette époque-là, mais c'était une époque assez intéressante parce que, par exemple, il n'y avait pas de receveur dans les trains. Il regardait nos billets en entrant dans le bâtiment De la gare. de la gare. Et nous, on enjambait La clôture. la clôture à 200 mètres de là et nous avons pris le train sans billets, sans risque non plus parce qu'il n'y avait pas De contrôleur. de contrôleur. Et nous sommes arrivés le matin à Paris. Et alors, nous étions vraiment enchantés. Et nous avons commencé, on a pensé à rien, on a commencé à se promener dans Paris, sur boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel, qu'on connaissait déjà par la poésie, par la littérature, et on était vraiment enchantés. C'est le mot, je ne trouve pas meilleurement. Et finalement, vers midi, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il y avait des étudiants hongrois qui arrivaient avant nous, et nous les avons entendus parler hongrois, et on leur a demandé qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ils étaient très gentils, ils nous ont expliqué où est-ce qu'il faut aller, et ils nous donnaient des tickets de métro. Alors, nous sommes allés dans un centre universitaire. Je ne sais pas, je me demande toujours si c'était le centre Bullier à Port-Royal. Je ne me souviens pas très bien, mais toujours est-il qu'il y avait une femme extraordinaire, Madame Marty, qui s'occupait de nous. Elle travaillait au ministère. Elle avait une immense renommée. Et on a appris un peu plus tard pourquoi, parce que son frère était un résistant qui était malheureusement coincé par les Allemands à la fin de la guerre. Il était fusillé. Donc, et elle était jeune fille, elle ne faisait pas la résistance, mais elle portait quand même des messages, des petites lettres, etc. Et donc, elle savait qu'est-ce que c'est d'être poursuivi, qu'est-ce que d'être dans la merde. Alors, le premier nuit que j'ai passé à Paris, c'était à la maison, à la cité universitaire, Maison des provinces de France. C'est universitaire international. Oui, mais à cette époque-là, je ne sais pas si ça existe déjà, au sous-sol, il y avait une énorme dortoir de 30 ou 40 places et on a dormi là. Et alors, le lendemain, ou peu après, elle nous a donné des chambres à 2 lits. Et j'ai habité avec un peintre hongrois que je connaissais déjà depuis la Hongrie. Et d'abord, on apprenait le français. Donc, il y avait
les alliances françaises, il y avait plusieurs écoles de langue où ils nous ont inscrits et ils ont même organisé des cours spéciaux pour nous, des cours de français. C'était dans le 16e, je me souviens encore. On y allait comme si on allait dans un pays étranger, parce que le 16e arrondissement, c'était vraiment le paradis, quoi. Et nous avons appris tant bien que mal le français. Évidemment, le français n'est pas notre langue maternelle. Et par la suite, quand j'ai j'ai lu un linguiste américain, le nom, je ne me souviens plus, ça me reviendrait, et qui en parle, qui parle de l'apprentissage des langues. Et lui, il soutient que le cerveau est très malléable et on peut très bien apprendre les langues quand on est enfant et jusqu'à l'âge de 20-22 ans. Après, c'est très difficile d'apprendre bien une langue maternelle parce qu'à partir de ce moment-là, c'est une langue étrangère. Donc, je regrette beaucoup parfois, mais pour moi, le français est une langue étrangère. Et bien que je sois un professeur de français, parce que j'ai obtenu mon diplôme à la Sorbonne, je sais que je ne parle pas parfaitement le français, ça je te préviens. Tout est relatif. Mais enfin, c'est très curieux. Chomsky, Chomsky a beaucoup écrit à ce sujet-là. Et il prétend, et moi, quant à moi, je crois à cette limite, il y a une limite linguistique à l'âge de 22 ans. Alors, il faut apprendre une langue au début étrangère avant l'âge de 22 ans. J'avais exactement 22 ans à l'époque, quand j'ai quitté la Hongrie. Donc, mais ça me fait rire parce que j'en ai fait une qualité. Parce que quand j'ai écrit des textes qui étaient du mauvais français. Et j'avais une copine qui en a fait tout un livre qui était édité par Paul P.O.L., tu sais. C'est une excellente édition. Parce qu'il était dans un petit nègre, tu vois. Oui, je vois très bien. Ouais. Et pourtant, elle parlait très bien le français parce que c'est une fille qui est venue beaucoup plus tard, non pas en 1956, et elle avait déjà son diplôme de professeur de français à l'UNDP. Et à cette époque-là, tu avais déjà rencontré le milieu de la poésie d'avant-garde ou pas du tout, des gens comme les lettristes ou la fin des surréalistes C'est-à-dire que nous avons eu de la chance en Hongrie parce qu'on connaissait des artistes d'avant-garde, surtout des peintres, qui nous ont raconté comment ça se passait avant la guerre ou même jusqu'en 1948, parce que les communistes ont pris le pouvoir exclusif en 1948 dans les pays de l'Est. Et ils ont tout interdit, les parties, les voyages, etc. Ça, c'était vraiment très dur. Mais eux, ils étaient là, ils étaient vivants, ces peintres, qui étaient un peu plus âgés que nous. Et ils nous ont raconté la vie d'avant, ils nous ont raconté les styles qu'ils faisaient. Et c'était des peintres d'avant-garde, heureusement. Et ils nous ont même parlé de la littérature d'avant-garde. Si tu regardes juste derrière toi, il y a 3 livres assez épais et le nom est dessus. Kašák. Kašák. Et son portrait est là-haut. C'est le père de l'avant-garde hongroise. Il est venu à Paris en 1907. Avec un copain à pied de Budapest. Ça fait loin. Ils ont mis 2-3 semaines pour arriver. Mais ils sont venus à pied, ça leur a beaucoup plu, mais ils ne pouvaient pas rester.
Korczak était un poète et un peintre. Et je te montrerai des livres. C'est un des plus grands poètes avant-garde de l'Europe de l'époque. Donc, il y avait une exposition de Korczak au Centre Pompidou. Ils ont exposé ses tableaux et ils ont exposé sa revue qui s'appelait Moi, aujourd'hui, et qui était une... J'ai le reprint en bas, là. C'est une revue, même si tu regardes des revues d'avant-garde de l'époque, donc 1910, avant la Première Guerre ou juste après la Première Guerre, c'est une revue extraordinaire. Et toi, tu l'as rencontré? Oui, nous l'avons rencontré parce qu'il a vécu assez vieux, il est mort à 80 avec quelques années, et il nous a adoptés, pour ainsi dire. Il était à Paris, là. Il est venu à Paris alors, puisqu'il était célèbre et âgé, il est venu deux, trois fois. Parce qu'il avait toute une école et des gens tels que Vasarely ou Schoeffer étaient ses disciples. Donc ils les ont invités à ce moment-là. Schoeffer était son ami, vraiment, et Vasarely était vraiment son disciple. Vraiment, qui était très reconnaissant, et il a plusieurs fois invité Korczak. Il lui a organisé des expositions dans les galeries de Denise Rony, qui étaient en réalité des galeries de Vasarely. Et comme ça, il est venu deux fois Korczak sur l'invitation de Vasarely. Et la première chose qu'il a fait, qu'il nous a téléphoné et qu'il voulait nous voir. Parce qu'il était tellement content qu'il y a une nouvelle avant-garde. Parce qu'il faut que je dise une chose maintenant. Pour nous, l'avant-garde, ce n'est pas un isme, ce n'est pas ni surréalisme, ni je ne sais pas quoi. C'est une attitude. C'est une relation avec l'art. C'est-à-dire que tu cherches toujours à renouveler la littérature, tu cherches des solutions originales qui ne sont pas encore courantes ni dans la littérature ni dans la peinture, disons. Et donc, c'est une recherche éternelle. Et alors, ils nous ont dit, oui, c'est une recherche éternelle, vous restez sur ce niveau-là, il n'y a pas de résultat. Je te montrerai des résultats. Parce que la recherche se termine à un moment donné et nous sortons, par exemple, mon album. Ça, je te le montre parce que c'est mon album. Peut-être le plus réussi. Regarde un petit peu à l'intérieur, où je traite le texte comme un tableau. Ouais, c'est vraiment un gros travail sur la typographie. Donc, j'ai marqué les deux dates. J'ai fait ça entre 1964, 74 et 94. Donc, ça représente 10 ans de travaux. Alors, au départ, je fais pas mal de labyrinthe, qui était une de mes... Et tout ça, donc ça, tu l'as fait ça à l'imprimerie, c'est ça? Oui. Et nous sommes déjà à l'imprimerie, tu sais, alors nous sommes dans une situation relativement favorable à ce genre de travail, tu vois. Voilà notre ancêtre, un imprimeur du XVIe siècle. Je suis très fier de ces textes aussi, parce que c'est quand tu t'embrouilles dans le texte, quand tu es perdu dans le texte. Oui, c'est très beau, ouais. Mais enfin, c'est comme
tableau, ça fait vraiment original. Ça, c'est une de mes meilleurs tableaux, disons, derrière toi, là-haut. Très bien. Et il y a toujours un texte aussi. Ici, le texte est tout autour. C'était, je l'ai dédié à M. Bader. Je me souviens peut-être de ce groupe allemand Ah oui, qui était des la vrais bande à Bader. terroristes. Oui. La bande à Bader, oui. Bon, alors, ils se sont suicidés en prison en tirant dans leur tête par derrière. Alors, tu imagines, hein? Ouais, comme faisaient les C'est-à-dire nazis. qu'on les a exécutés, tout simplement. Oui, oui. Alors évidemment, ça c'est par contre autre chose, tu vois, parce que évidemment le terreur m'a préoccupé comme sujet, parce que j'en ai beaucoup souffert pendant 20 ans, une bonne vingtaine d'années. Donc j'ai essayé de ça c'est une lettre proposée dans l'imprimé, aux imprimeurs. Ah oui, c'était une lettre en Ouais. bois. Et toutes les lettres sont dans ce genre, j'en ai peut-être encore quelque part. Alors, évidemment, ça réfléchit aussi notre carrière à l'imprimerie, parce que c'est là que nous commençons à travailler sur la photo. On fait la photocomposition et sur film, qu'on peut manier beaucoup plus facilement que le plomb. Donc, ici, taille, ça veut dire paysage. C'est un texte hongrois qui est dans ce texte, qui est un texte original. Et alors, je commence à l'agrandir avec un appareil de photo industriel, c'est-à-dire une photo énorme où on peut photographier même des surfaces de 1 mètre sur 1 mètre. Alors, ça nous a donné donc cette possibilité de faire disparaître le texte dans l'espace. Parce que si j'ouvre ce texte, cette série ici, tu ne peux pas savoir si c'est un texte, c'est une tâche, c'est quoi. Un poème visuel. Et donc, c'est pour te faire comprendre un petit peu, et comme quoi nous étions des gens heureux et chanceux de travailler dans nous avons appris le métier d'imprimeur en 2 semaines. Et les jeunes, ils apprennent ça pendant 7 ans. Donc tu peux imaginer qu'on a eu comme difficulté pour rentrer dans... Parce que... Donc ça, rapidement, vous a trouvé une formation pour travailler comme imprimeur. C'est-à-dire qu'on est allé voir le syndicat des imprimeurs. Et je me souviens encore, le petit monsieur, il s'appelait Monsieur Ra. Et il nous a conseillé de s'inscrire dans cette école qui durait 7 ans. Et on lui a expliqué que nous n'avons même pas 7 semaines. Nous avons 7 jours. Alors il a rigolé, mais on a eu de la chance dans les imprimeries où nous étions. Les vieux imprimeurs étaient épatés un petit peu que nous, jeunes hommes, nous commençons un peu la typographie. Ils nous ont toujours dépannés. Et pourquoi aller vers la typographie? C'est parce que tu avais déjà fait des choses en Hongrie ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai toujours aimé les typographes et la typographie, mais c'est ici que nous avons eu
le sentiment avec mon collègue Tibor Bott que si nous n'apprenons pas le métier, il faudrait finir d'éditer notre revue. Parce qu'un numéro coûtait très cher. Enfin, maintenant, je ne sais pas parce que ça se passe dans une autre époque, mais on parlait de millions. Quand on parlait de vivre francs encore, en France, ça coûtait, je crois, mes souvenirs sont exacts, 3 millions d'anciens. Pour faire une revue. Oui. Donc vous avez appris la typographie pour être autonome. Exactement. Mais en pensant déjà, en sachant déjà, parce que nous savions que ça nous servira aussi comme écrivain. Tu comprends? Oui, tout à fait. Donc, c'est la version française de cet album-là. Oui. Mais avec 10 ans de décalage. Et j'étais voir un imprimeur monrougien qui était tellement épaté qu'il m'a imprimé ce livre gratuitement. Mais il a imprimé à sa façon et il a choisi alors le sépia, c'est-à-dire cette couleur, parce que c'était la couleur qu'on utilisait dans le temps pour les imprimeries rares, pour une invitation très rare, etc. Et malheureusement, ça ne donne pas la même impression. Non, l'original est préférable. Oui, mais enfin, ça m'a permis quand même de faire ce genre de texte. Enfin, ça contient à peu près le même genre de travail aussi, mais par exemple ça, tu vois, mais aussi beaucoup de textes français, tout simplement. Que tu as traduit toi-même ou que tu as écrit en français ou en... Non, j'ai écrit tout à fait différemment en français. D'accord. C'est aussi, on apprend toujours et nous étions très contents d'apprendre. Ici, c'est un texte vidéo. D'abord, je l'ai fait en vidéo et après, j'ai arrêté l'image sur l'écran et je l'ai photographié. C'était mes dernières vidéos. Donc si on revient effectivement à l'époque où tu es arrivé en France avec d'autres camarades hongrois, donc le milieu de la poésie, on parlait tout à l'heure en avant-propos des gens comme des années 50, 60, des lettristes de Henri Chopin, des avant-gardes français, oui. Tu les as rencontrés rapidement avec Tibor? Alors là, quand nous étions en Hongrie, nous savions qu'il y a une autre littérature que la littérature réaliste et obligée dans les pays de l'Est, dont on connaissait même certains noms. On connaissait un peu mieux les peintres parce que ça s'expose et on en parle. Mais on savait que ça existait. Nous étions très étonnés de voir, de constater en quoi ça consiste. Il y avait déjà la revue telle qu'elle, Change, et enfin, un copain de banlieue avait une très bonne revue française aussi, et nous avons commencé à les acheter tout de suite et les lire très difficilement parce que c'est déjà un français un peu corsé, donc ce n'est pas un journal. Et on a eu beaucoup de difficultés, mais on avait de très bons dictionnaires et on était content de pouvoir y entrer. Et nous avons eu la chance parce que on a eu assez tôt des amis écrivains. Et surtout à partir du moment qu'on était dans l'imprimerie.
parce que tout le monde a commencé à savoir que Papen agit dans une imprimerie. Et Tibor travaillait avec toi dans la... Oui, on dans- était deux à apprendre la typographie. Et donc, on a travaillé 2 jours et demi, Tibor, disons, et je suis allé pour finir la semaine. Par la semaine, on a travaillé une semaine complète pour pouvoir écrire. D'accord. Et comme j'étais marié à ce moment-là avec une très jolie jeune femme émilienne, donc la photo est là, si tu veux, la femme. Et on gagnait relativement bien notre vie et on s'est acheté une maison de campagne en Champagne, du côté de Troyes. Et alors je suis allé pour mes jours libres là-bas à Chervé, du côté de Bar-sur-Seine, si ça vous connaissez. Oui, je connais, moi je suis des Ardennes, mais bon, c'est la région Et alors Champagne-Ardenne. j'étais très content parce que j'étais seul et je travaillais en regardant les, Les oiseaux. oui, les- c'est une appellation champagne encore. Donc on achetait notre champagne dans le village. Enfin, c'était une belle époque. Ça durait une quinzaine d'années. Après, notre ami, parce que il faut aussi, des fois je fais des petites... je raconte de petites histoires, mais c'est des petites histoires qui sont très caractéristiques quand on sait que tu as affaire à des Hongrois qui détestent les Roumains, par exemple. Bon, notre copain qui nous a engagés comme imprimeur dans son imprimé, c'était un Roumain. Un poète roumain qui éditait aussi une petite revue en roumain. C'était pas Gerasim Luka. Oui, donc il était très gentil avec nous. Il y a une anecdote pourquoi il a aimé les Hongrois, etc. Mais je ne vais pas passer le temps là-dessus. Toujours est-il qu'il adorait les Hongrois. Il nous a vraiment... il était notre mécène parce que quand tu commences un travail dans une imprimerie, il y a un dossier. Il faut monter un dossier. Alors évidemment, on ne peut pas travailler sans dossier. Notre revue avait un dossier. Alors la composition, nous l'avons faite parce que nous étions des compositeurs typographes dans un petit coin. On va regarder la revue. Oui. Celle-ci. Hein. Donc, elle s'appelait exactement Magyar Mueli, c'est ça? Ça veut dire atelier hongrois. Donc, tu m'as dit en 1962 le premier numéro. 1962 jusqu'à 1990. 35 ans. Et donc, c'était que des auteurs hongrois. Des auteurs hongrois, d'abord nous-mêmes, les jeunes qui se sont réfugiés en Occident. On avait une très bonne école en Angleterre, en Allemagne et même aux États-Unis. Tu sais, on était une vingtaine, donc nous étions au début la revue de ces vingtaines de jeunes écrivains. Comme je te dis, quand les Hongrois de Hongrie se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas publier en Hongrie, mais ils peuvent nous envoyer leurs manuscrits, ils nous ont inondés de manuscrits. Alors on commençait à publier les meilleurs. Et c'était... Il y avait des jeunes, mais il y avait des plus âgés de Hongrie. Et c'est pendant à peu près une dizaine d'années. Et quand le régime a vu qu'il ne peut rien faire contre nous, et même nous avons édité les livres sans leur autorisation, alors ils ont cherché à se mettre bien avec nous. Ils nous ont proposé un marché. À la fin, on pouvait s'abonner à notre revue librement en Hongrie. Et il y avait tout type de littérature, prose, nouvelle, poésie, ou c'était vraiment que poésie? Oui. C'était tout. Alors, évidemment, la revue a subi exactement le même chemin que nous, c'est-à-dire que nous sommes arrivés jeunes poètes, disons, très traditionnalistes. Et nos textes étaient aussi des textes
traditionnelle, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a tout à fait autre chose ici. Nous avons commencé à regarder les galeries, à avoir des amis français qui nous ont montré leurs livres, ou nous ont fait cadeau de leurs livres. Enfin, tous ceux que tu connais, par exemple Patrick ou d'autres, Roubaud, Deguy, ainsi de suite. Les meilleurs, on a eu de la chance. Et nous avons commencé à travailler avec eux, d'abord comme imprimeurs et par la suite comme poètes aussi. Nous les avons traduits, ils nous ont traduits, ils nous ont encouragés d'écrire en français. Et, nous avons participé donc relativement, au bout de 5-6 ans, on a commencé à participer à des groupes français qui étaient très ouverts. C'était une surprise pour nous parce que donc, nous venons d'une société d'Est qui même aujourd'hui est tout à fait différente de la société de l'Ouest. Et j'ai pensé à faire encore un texte important sur ce sujet, pour comparer les deux sociétés du point de vue d'un écrivain ou d'un intellectuel. Mais j'ai renoncé parce que je ne veux plus travailler. J'ai travaillé 10 ans sur ces deux livres. Et donc ça, c'est cette revue effectivement hongroise. Après, tu m'as montré, vous avez fait une revue en français. Donc c'est des années 60, 70, 80. D'accord. Tu verras les dates. Cette revue, elle s'appelait D'Atelier, c'est ça? D'Atelier. Et ça, dès le départ, on ne voulait absolument pas faire ouais, c'est déjà un peu travailler la poésie concrète. Une revue hongroise de traduction, c'était une revue française. Il y a un seul numéro où nous avons publié la traduction d'un nommé Saint-Couty, qui est notre plus grand écrivain, complètement méconnu en Hongrie, mais qui vient d'être découvert par les Américains. Parce que les Américains sont un petit peu plus rapides. Saint-Couty et son roman Pré, c'est un roman. Regarde ce texte-là. C'est un texte extrêmement fatigué. J'ai mis 2-3 ans pour le lire. 3 pages, 4 pages, mais c'est un chef-d'œuvre. Et j'en ai parlé, j'en ai écrit. Il y a Kochak et Saint-Couty dans la littérature hongroise. Donc là, c'était effectivement l'atelier, vous aviez fait de la revue. Par exemple, Bruno Montes, ouais. c'est un gars beaucoup plus jeune que nous, mais un très bon écrivain. Malheureusement, il a beaucoup fumé, donc il est mort d'un cancer des poumons. Il y a maintenant une dizaine d'années déjà. Donc ça, c'était des traductions hongroises de leurs textes? Non, c'est un texte français. D'accord. Donc ça, c'est la collection de la revue d'Atelier, qui est une revue française. D'accord. Donc c'est une œuvre d'avant-garde. Oui, du fait que c'est vous qui si tu peux les prendre, je te les donne, là, tout ce qui est là. Et ça, vous le produisiez dans votre imprimerie? Oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment le travail d'imprimerie qui est fait par nous, mais sinon, c'est lui qui nous a proposé ces feuilles. Et il l'a fait avec des lettres A7 ou même à la main, mais il voulait, c'est des feuilles comme ça. Des feuilles A4, oui. Une dizaine de feuilles de ce genre. Jacques Roubaud, tu le connais? Oui, bien sûr. C'est le meilleur livre de Jacques Roubaud, Metsura. Et ça, vous l'avez fait pendant combien d'années avec Tibor? Oui, nous l'avons composé à l'imprimerie, le texte. Et Roubaud est venu 2-3
samedi ou dimanche plutôt, parce que dimanche, il n'y avait personne dans l'imprimerie, et nous avions la clé de l'imprimerie dans la poche. Une énorme imprimerie de 150 ouvriers. Ah oui, donc vous travailliez la poésie le week-end. Oui. Mais Mais le patron le ce n'était savait? pas la poésie du week-end. Non, c'était pas la poésie. Et le patron le savait? Oui, mais bien sûr. Ok. Mais comme je te disais, c'était un poète roumain. Ah, c'était le poète roumain. Oui, le propriétaire, mais on avait le malheur de le perdre d'un cancer. Mhm. Parce que lui, il était un costaud et il était très fier qu'il ne dort que 3 heures par nuit. Alors on l'a prévenu que ça ne va pas aller, Johan. Tu vas tomber malade. C'est ce qui est arrivé. Au bout de 6 mois, il était mort et enterré. Ah, c'est triste. Fait, euh, j'avais un copain hongrois qui était vidéaste, tu sais. Et on a commencé à photographier surtout des textes ou un homme qui parle et qui récite un texte. Et quand j'ai vu les possibilités, je me suis acheté une caméra et donc j'ai travaillé sur le 8 mm qui était très pratique et j'ai travaillé pendant des années. Et alors, comment je suis venu à la vidéo? Un jour, ici en France, j'ai vu un rétroprojecteur dans une école, je ne sais pas où. Et un rétroprojecteur, en hongrois, ça s'appelle une... comment on dit projeter un texte. Mhm. Alors je me suis dit, si c'est un projecteur de texte, je vais projeter des textes. Alors on travaillait déjà dans l'imprimerie et donc j'ai fait ici, je vais peut-être te montrer, mais dans le KGB, j'ai fait une dizaine de textes sur des films que Ouais. je pouvais poser Sur des vidéos, sur des sur le projecteurs. rétroprojecteur et j'ai projeté le texte. Je crois que j'étais le seul et le premier à faire ça. Ça, c'était quelle époque? 70? Parce que il faudrait revenir un petit peu dans le temps, mais c'était dans les années 70 par là. Donc c'était vraiment étonnant parce que j'étais invité partout. J'avais été donné, j'ai un petit dépliant de ma vie et de mes passages dans les soirées littéraires, etc. Enfin, on nous a invités partout, y compris les États-Unis. Et donc ça, tu faisais ces projections avec le projecteur et ces films? Alors, j'ai toujours... Ils savaient que je vais faire une projection. Il y a des projecteurs partout dans les écoles. Ils ont emprunté les projecteurs. Des fois, il m'est arrivé une ou deux fois je ne pouvais pas passer parce qu'il n'y avait pas de projecteur. Moi, j'ai un projecteur encore dans mon KGB. Tu vois? Et ça, au-delà de l'image projetée, tu disais un texte en même temps, il y avait autre chose, il y avait un autre médium qui accompagnait la projection ou c'était Donc, juste le il y a texte? la projection. Il y a ma voix. D'accord. J'ai parlé. Il y a aussi une main, par exemple, qui intervient, qui joue avec la lumière, avec la les ombres. projection. Donc, Une performance. c'est une projection multimédia, si tu veux. Mais c'était assez original et j'ai eu pas mal de succès avec ça. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai fait une dizaine de textes sur film. Et on peut enfin, superposer des films, 3-4 films à la fois. Et j'ai changé les films. Ça donnait une assez grande image. C'était intéressant, tu vois. Et finalement, j'ai eu assez
de manipuler les films, et c'est là que j'ai acheté une La caméra. caméra, oui. Et j'ai fait une vingtaine de vidéos de ce genre. Donc, ce n'est pas un interview, mais toujours un texte qui est dit, qui apparaît sous forme de texte, etc., etc. Je ne peux pas, hein, puisque ce n'est plus la même vidéo que dans le temps, je ne peux pas te montrer ça. Mais ça, tu les as numérisés ou pas? Non, tu les as pas numérisés? Oui, j'ai un ami, euh, comme par hasard on dit, qui est vidéaste, qui a fait un interview vidéo sur moi dans cet appartement-là. Et je lui ai demandé qu'il mette toutes mes œuvres électroniques sur un pendrive. D'accord. Donc, je pourrais te montrer, mais j'ai oublié de te signaler. À l'occasion, je pourrais te montrer parce que j'ai un pendrive avec une dizaine d'œuvres électroniques. Parce que finalement, moi aussi, je suis arrivé à élaborer des textes sur l'ordinateur, tu vois. Donc la poésie numérique. Et donc ça, c'est effectivement Tibor Pape. Oui, mais Tibor, comme il est venu à la littérature, il était élève ingénieur à Liège, il voulait être ingénieur, il a fait des études électroniques, je ne sais pas, à Liège, à l'université de Liège, mais il écrivait des poèmes et il est venu à Paris quand notre revue commençait à apparaître. Donc, lui, il a fait vraiment des œuvres, des programmes, si tu veux. Tu connais ça, ces revues qui s'appellent, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus, mais Enfin, j'ai quelques numéros ici. Et la place que tu vois ici, qui est vide là, j'avais une très bonne collection de docs. la revue Docs. Mais je les ai amenés à Hongrie parce que je te parie vraiment de 1000 euros que c'est le seul exemple qui existe en Hongrie. Bah, faut en plus en diffuser, hein, ça serait sympa. Ils sont bien placés dans un musée. Il existe à Hongrie un musée littéraire qui s'appelle le musée littéraire Petőfi de notre grand poète du 19e siècle, avec à peu près 200 spécialistes de la littérature. Il y a un énorme bâtiment. Il était facile de trouver des grands bâtiments quand ils ont envoyé au diable nos aristocrates. Ils ont bien fait ça, mais enfin, ils n'étaient pas gentils avec nos aristocrates. Ils ont pris leurs châteaux, qui sont devenus des centres culturels, des centres de ce genre. Oui. Et donc, si on revient effectivement à ton travail, donc le travail sur les projecteurs, donc ces films Un transparents. petit peu plus fort. Donc, le travail que tu as fait sur les films transparents, plus ensuite les vidéos, Oui. et après, donc sur l'ordinateur, c'était à la même période que Tibor Pape ou c'était... Non, c'était beaucoup plus tard et c'était pas. Je ne suis pas assez loin que lui, tu vois. Je ne pouvais pas faire des programmes, etc. Donc, c'était un petit peu son domaine et il s'est débrouillé pas mal. Bien que, tu sais, j'ai peut-être davantage fait attention au texte. Mhm. Parce qu'un de ces jeunes écrivains littéraires, tu sais que les jeunes poètes tuent leur père, leur prédécesseur. Alors, il a écrit ça, c'est que c'est formidable qu'il fait Tibor, c'est dommage que ce texte soit aussi traditionnel. Bon, je lui laisse la responsabilité de ce qu'il a écrit. Moi, j'ai toujours écrit, j'ai essayé de déconstruire le texte. D'autant plus que j'étais
j'avais un ami qui s'appelait Jacques Derrida. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Parce que quand Derrida a commencé à publier ses bouquins, ils sont tous là. Et quand j'ai commencé à le lire, je me suis rendu compte que pour un miracle, je comprends absolument ce qu'il écrit. J'avais aucune difficulté de lire Derrida. Alors, j'ai cherché à le connaître et nous sommes devenus des amis parce que je l'ai connu et je l'ai amené à un voyage en Hongrie, un voyage de 10 jours. Il a fait des conférences à l'université, etc. Une très bonne librairie a fait une exposition de ses livres. Il était très content. Et il habitait dans le ce qu'on appelle le château, le plus vieux quartier de Budapest qui date du XIVe et le XVIe siècle à peu près. Et l'Académie hongroise a une maison d'hôtes dans ce quartier. Il était très content. Et c'est là que j'ai fait un interview avec lui. Parce qu'il était très détendu. Et je suis très fier de cette amitié. Avec Derrida, ouais. Donc c'est une amitié qui enrichissait vraiment ma vie. J'avais des amis poètes aussi. Je connaissais par exemple très bien Bernard Heidsieck, si tu le connais. Oui, oui, Bernard. C'était un homme charmant aussi. Et Roubaud aussi, j'aime beaucoup Roubaud, Deguy aussi. Et ces poètes, on parle de Bernard Heidsieck, tu allais aux soirées polyphoniques? Oui, bien sûr. En tant qu'auditeur et en tant que participant aussi. Parce que j'ai souvent participé. Je te donnerai un dépliant que je n'oublie pas. Attends. Et donc les rencontres avec des gens comme Bernard Heidsieck et d'autres, c'était quand même un environnement plutôt propice à la création. Et comment tu t'es situé, toi, dans cet univers on parlait de Julien Blaine tout à l'heure, de Bernard. Oui. Alors, pour nous, la langue de la littérature était la langue hongroise. On commençait à faire des petits textes, parce que si vous avez regardé, il y a des parties de texte. Il y a ce n'est pas un texte très suivi. Donc, même si on faisait quelques fautes, ça passait. Mais il faut dire que puisque l'avant-garde pour nous c'est une attitude, ça revient régulièrement. Même si je regarde le passé de la littérature française, de la littérature hongroise, je trouve des écrivains avant-garde au XVIe siècle, Rabelais. Bien sûr. Parce que c'est une attitude. Donc, quand on a compris ça, on a commencé à chercher qu'est-ce que c'est notre avant-garde. On s'est rendu compte que, par exemple, l'avant-garde de Kašák était une avant-garde de mouvements ouvriers. Eux, ils organisaient des soirées où il y avait ils récitaient des poètes à 20 récitants, etc. Il organisait des pièces d'avant-garde, etc. Notre avant-garde était un avant-garde d'atelier. C'était vraiment notre chance, parce que tout le monde travaillait chez lui, Bernard Heidsieck ou Julien Blaine, pareil, et on a organisé des soirées, comme des soirées au Centre Pompidou. La revue Parler. Mais un petit peu la revue Parler, c'était par excellence une série pour nous s'organiser. Et donc, on avait pas mal de possibilités de se produire. Je ne parle pas de réciter, parce qu'on n'a pas récité. C'était toujours, tout le monde faisait tout un petit spectacle.
Bernard Essig faisait un petit spectacle avec son microphone. Il se couchait, il criait, il jetait le microphone, etc. C'était des vrais petits Vraie performance. Donc, et moi, j'écrivais, etc. J'ai fait des textes très grands, etc. J'ai récité un poème, etc. Donc, c'était vraiment notre forme d'expression. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que nous sommes aussi devenir écrivains français. C'était la fondation d'atelier et le commencement, cette amitié vraiment formidable avec Heitzig, Julien Blien, Patrick, De Guy, et ainsi de suite. J'ai fait la connaissance de Derrida, qui était un écrivain aussi, parce qu'il a un roman. Alors, on a beaucoup discuté que lui, philosophe, écrit un roman. Les poètes. Est-ce qu'un romancier ou un écrivain de ce genre peut-il écrire un traité philosophique? Il a soutenu que oui, mais il faut s'informer avant. C'était formidable et ces écrivains sont devenus de très bons amis. Il faut dire que j'étais épaté. Et je suis encore épaté aujourd'hui d'être de leur ami, parce que c'est une amitié pour nous qui était toujours importante dans notre travail en français, pas seulement importante, mais on ne pouvait rien faire sans eux. Parce que, évidemment, à cette époque-là, ils revisaient tous les textes français qui passaient par nos mains. Patrick m'a parlé de l'histoire du coup de dé. Le coup de dé, la revue avec Tibor Pape. Il y a eu un événement autour du coup de dé avec Tibor. Donc l'édition effectivement du coup de dé de Mallarmé, avec effectivement l'appareil photo de Tibor. Je n'ai pas compris parce que nous avons appelé ça l'album dans notre carrière et on a parlé toujours de l'album. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous le connaissez, vous l'avez vu, non? Oui, je l'ai vu. Et voilà. Alors voilà le texte de Mallarmé. Ici c'est pas complet, c'est pour ça que je le garde là-haut. Parce que ça fait... le texte de Mallarmé fait à peu près 16 pages ou 20 pages, je ne me souviens pas exactement. C'est-à-dire que Mallarmé était le premier qui a fait cette espèce de mise en page, vous voyez? Oui, c'était incroyable. C'est formidable. Et chaque page était vraiment de ce genre. C'est une histoire qui remonte assez loin, mais j'ai du mal à le raconter parce que c'est... Moi, j'ai fréquenté la Sorbonne au début. J'ai fait 6 ans de Sorbonne. Et nous avons étudié Mallarmé. Donc, j'ai étudié Mallarmé à la Sorbonne pendant 2 ans. Il y avait un professeur qui s'appelait professeur Scherer. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Il n'était pas très âgé à cette époque-là. Et qui donnait un séminaire Mallarmé. Et j'ai fréquenté ce séminaire pendant 2 ans. Et j'en ai écrit dans notre revue. Et Tibor a vu que c'était un texte intéressant, et il commençait à s'y intéresser aussi. Et quand ils ont appris qu'il existe des feuilles d'imprimerie, c'est-à-dire des épreuves. Non brochées. Au nom de 6, je crois.
euh, il est allé avec un petit appareil de photographie et c'était un collectionneur très riche. Ils y sont allés plusieurs fois Tibor avec effectivement Mitsurona, c'est ça? avec Mitsurona. C'était une jeune fille qui sortait avec un copain. Ils ont toujours été qu'ils y sont allés tous les deux et ils ont photographié pendant que leur collectionneur allait dans la cuisine ou se préparait. Ah, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les... Non. Donc c'est pas légal pour ainsi dire, mais il n'a rien dit le mec. Donc et Tibor considère un peu cet album comme sa création. Tibor était un gars formidable, très travailleur et plein de talent, mais avait ce défaut qu'il tirait la couverture toujours sur lui. Mais dans ces cas-là, il faut que je le dise comment c'est né. Vous pouvez regarder dans notre revue que j'ai écrit sur Mallarmé un texte déjà, un texte un peu déformé, extraordinaire, parce que je parle de Mallarmé et je ne voulais pas faire une étude ordinaire. Alors on disait que l'avant-garde c'est une attitude. Oui. Aujourd'hui, à ton avis, est-ce qu'il y a encore cette attitude d'avant-garde? Est-ce qu'elle perdure? Est-ce qu'elle est dans un creux? Enfin, je sais pas, quel est ton point de vue là-dessus? Quelle serait l'attitude d'avant-garde aujourd'hui? On a parlé des nouvelles technologies, parce que finalement, dans ton travail, de la typo à l'utilisation des projecteurs, de l'ordinateur après, tu t'es quand même adapté, oui, entre guillemets, aux nouvelles technologies. Oui, mais attends, il y avait vraiment un empêchement, tu sais, pour vivre cette vie-là. Dès le départ, donc, il y a une vie double, et même parfois triple, parce que nous sommes Hongrois qui vivons en France. Donc, il y a déjà une vie double, et nous allons en Hongrie aussi. Donc, en Hongrie, nous vivons comme un Hongrois. Ici, nous vivons tout à fait naturellement comme un Français, tu vois. Alors, pour continuer, et ces 35 ans que nous avons passés à l'imprimerie, tu sais, c'était très difficile finalement. Et le résultat, c'est que il y a aussi nous avons un visage double, c'est-à-dire que quand tu es ouvrier typographique et maître typographique, parce que nous sommes aussi bien Tibor que moi, nous sommes devenus maîtres typographiques. Et pendant une semaine, tu es typographe, tu es avec les ouvriers, qui sont des gens formidables, je peux t'assurer. C'est une vie d'un genre, tu vois. Et après, tu rentres chez toi, ici, dans cette bibliothèque, disons. Et tu oublies leur imprimerie et tu t'occupes de littérature, de textes, de films, etc. etc. Donc, moi, je te dis franchement que c'est une vie trop difficile. Si je pouvais recommencer ma vie, je ne ferais pas, je ne vivrais pas cette vie-là. C'est trop fatigant. Tu ferais quoi alors? Tu choisirais laquelle? Je suis complètement fatigué à l'âge de 90 ans, tu vois. Et tu choisirais laquelle? La typographie ou la littérature ou Parce que finalement, tu sais, en tant que littéraire, beaucoup de choses m'emmerdent dans cette vie-là et dans mon entourage aussi. Dans ma façon de vivre et dans mon entourage. Et quand je suis maintenant avec des imprimeurs, je me rends compte que c'était toujours quand même pas un milieu pour nous. Parce que c'est pas assez compliqué, pas assez
complexe, tu vois. Donc c'est une vie beaucoup plus naturelle et simple, simpliste. Et c'est une tension, j'appelle ça une tension, et ce qui donne une vie assez difficile. Ça a peut-être un rapport avec le fait que nous étions trois à faire la revue hongroise pendant presque 25 ans, trois rédacteurs. Ces trois rédacteurs n'ont pas d'enfants. Nous étions tous les trois mariés sans enfants. Et par exemple, Emilienne a fait des fausses couches parce que je lui ai expliqué, tu sais que moi je pense qu'il faut choisir entre ma vie personnelle et ma vie publique dans la littérature. Et je ne peux pas faire les deux parallèlement, tu vois. Alors, donc c'était une vie pleine de tensions, mais tant que j'ai vécu cette vie-là, je ne m'en rendais pas compte aussi clairement qu'aujourd'hui. Tu sais, c'est rétrospectivement que je te raconte ça. Parce qu'en travaillant et à l'imprimerie, et pour la revue, et ensemble avec mes écrivains français, et j'étais très heureux de travailler avec eux, je croyais que c'est une vie bien remplie, tout simplement. En effet, c'est une vie bien remplie, mais en même temps un petit peu empoisonnée. Un peu empoisonné. Je ne sais pas si c'est compréhensible pour toi, ou tu peux imaginer, mais je n'aime pas les vies doubles, tu sais. Je n'aime pas, par exemple, les malfaiteurs qui jouent à l'homme comme les mafieux. Comme il faut. C'est un sujet préféré de beaucoup de cinéastes, etc., etc. Je n'aime pas du tout cet état-là, mais je m'en rends compte ultérieurement, et parfois ça me donne une comment t'expliquer, des idées noires, disons, des idées noires. Et j'avais un médecin qui est devenu un bon copain, un grand chirurgien, urologue, et qui a bien vu que c'est ça. Parce qu'il s'est étonné qu'il me donne les meilleurs médicaments et ça ne fait aucun effet. Enfin, c'est un détail, mais pour te dire que ça est allé jusque-là. Je rajoute tout de suite que je ne me ferai pas analyser jamais, parce que j'ai lu déjà chez Freud et Jung et tous les autres, et que tous ceux qui se sont occupés de ces sciences, disons, ne sont pas devenus écrivains, et vice-versa. Les écrivains qui voulaient s'occuper de psychanalyse n'ont jamais réussi. Donc, je me suis rendu compte, quand j'étais assez jeune déjà, que maintenant, je peux choisir ou la littérature ou l'analyse. Et j'ai choisi sans réfléchir beaucoup la littérature. J'ai écrit déjà des petits poèmes. Et donc, par ailleurs, j'ai eu des choses très difficiles dans ma vie, dans cette vie double ou triple, et aussi j'avais cette impression, c'est pour cela que j'ai donné le sous-titre à l'un de mes livres français. C'est ça, non? C'est que tu as pris la vie qui m'a vécu. Oui, la vie qui m'a vécu. Donc, ce n'est pas la vie que j'ai vécue, c'est la vie qui m'a vécu. Parce que, par exemple, il y a eu des points où ce n'est pas moi qui ai décidé.
Tu sais, par exemple, je n'ai jamais voulu quitter la Hongrie. Je me sentais très bien en Hongrie. J'avais une jeune fille que j'aimais beaucoup. Et donc, je ne voulais pas partir de la Hongrie. Mais, enfin, c'est une longue histoire, mais tu te lances là-dedans si tu as la patience de le lire. Que j'étais dans le... les Russes nous ont occupés, nous étions 4 étudiants, et nous ont arrêtés dans une ville où on était de passage tout simplement, et il y avait déjà le statarium, comme on appelle ça, tu sais, donc il y avait, comment qu'on appelle, on dit ça en français? Les quoi? Tu sais, quand il décide de fermer tout, le couvre-feu. Un couvre-feu, oui, excuse-moi. Il y avait le couvre-feu. Donc, juste après notre arrestation, ils nous ont... Le soir, il y avait 5 ou 6 officiers russes. Et ils nous ont condamnés à mort. Ils voulaient nous fusiller le lendemain matin. Enfin, c'est une histoire assez longue, c'est pour ça que je ne vais pas te raconter, parce qu'on avait une chance inouïe. Il s'agit de 2 villes du nord de la Hongrie, distantes de 50 km de distance. C'est la même unité russe, tu sais, je ne connais pas non plus les unités militaires de Russes. C'est les Russes qui ont occupé, c'est les mêmes Russes, la même soldats qui ont occupé ces 2 villes. Alors les 2 commandants commençaient à se téléphoner à notre sujet. Parce que celui de la ville où on voulait nous exécuter, il disait à l'autre que nous les avons condamnés à mort et demain matin, nous les fusillons. Il a dit, ne fais ça pas, fais ça ici parce que c'est les dirigeants de la révolution dans ma ville à moi. S'ils apprennent ça, ils nous cassent tout. En effet, oui, il y avait des manifestations dans chaque ville. On essayait de même attaquer les Russes qu'ils n'appréciaient pas beaucoup. Et alors, ils nous ont laissé partir au bout de 3 jours. Parce qu'il leur a dit, l'autre colonel, fais-moi confiance, je connais le hongrois, il va revenir ici, là. Alors je les arrête et on va voir. Mais nous avions, à ce moment-là, nous avions déjà très peur, tu vois. On avait une peur bleue. Quand on est retourné donc dans la ville universitaire où on faisait nos études, on a enjambé les murs pour rejoindre le petit groupe de notre collègue qui était là. Ils nous ont dit, vous êtes en vie? Alors ils nous ont dit, vous voyez, les gens, les officiers, les soldats russes, ils vous attendent. Mais nous, on venait de l'arrière. Alors ils nous ont conseillé de partir. De partir.